Gare du Nord, Paris. Une gare magnifiquement restaurée, mais également intelligemment aménagée pour tenir compte de l'arrivée du RER. Donc cette gare a été conçue pour desservir le nord, le nord-est de la France, mais avec un double embranchement. Direction Belgique-Hollande, deuxième direction, l'Angleterre. Et pour aller en Angleterre, eh bien, il y a toujours cet obstacle constitué par le Pas-de-Calais, un bras de mer de 37 km de large, pas très profond, 40 à 60 mètres, mais tout de même un obstacle à la facilité de circulation des passagers, des marchandises, mais également des trains. Et donc pour aller en Angleterre, jusqu'à présent, il n'y avait que deux solutions. La première, c'est de prendre le train ici, à la gare du Nord, direction Calais-Maritime. Arrivé à Calais-Maritime, on prenait un bateau tout à fait normal, traversait à peu près 1 heure, Calais, Douvres, et Douvres, on reprenait un train, direction l'Angleterre. Autrement dit, eh bien, une bonne demi-journée pour relier Paris à Londres. La deuxième solution, c'était le voyage de nuit, peut-être un peu le plus excitant. Les fameux wagons-lits bleus, on prenait le train ici, gare du Nord, mais là, direction Dunkerque. À Dunkerque, on décrochait la locomotive, on mettait les 6 voitures-lits sur un ferry-boat, autrement dit un bateau à aménager avec des voies ferrées. On traversait la Manche en direction de Douvres, Dunkerque, Douvres, et là, arrivé à Douvres, on sortait la rame de 6 voitures, on accrochait une locomotive à vapeur et direction Londres. Bref, une demi-journée au moins pour faire cette distance qui est tout de même relativement courte entre Paris et Londres. Et il a fallu attendre l'arrivée du tunnel sous la Manche pour que tout se fasse tout simplement sans jamais descendre du train ni prendre le bateau. Autrement dit, c'est aujourd'hui, grâce au tunnel sous la Manche, c'est Paris-Londres, toujours dans un train avec les fameuses rames Eurostar. Donc, ce DVD est consacré à la traversée de la Manche. Donc, dans ce DVD, 2 films et 4 bonus. Le premier film, je voudrais dire, en noir et blanc, c'est un peu notre séquence rétro. C'est Bonsoir Paris, bonjour Londres. Autrement dit, on part de la gare du Nord en voiture-lit et on arrive à Londres au petit matin. Avouez que c'est tout de même très agréable. Deuxième film, en attendant le tunnel sous la Manche. Autrement dit, juste après la guerre, la remise en service du fameux train La Flèche d'Or, avec ces très belles voitures Pullman, qui partaient d'ici, gare du Nord, direction Calais-Maritime, où là, on prenait le bateau. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. Précisément, La Flèche d'Or, le magnifique wagon ivoire, tiré par les Pacific 231E, couleur chocolat. Deuxième bonus, comment ça marche? Autrement dit, les tunneliers, ces étonnantes machines qui ont foré sous la mer. Il y en a eu 11 pour forer les 3 tubes, je dis bien les 3 tubes du tunnel sous la Manche. 2 tubes pour le chemin de fer et un tunnel de service. Troisième bonus, des idées d'avance. Et oui, c'est l'Eurostar, où il a fallu résoudre une somme énorme de problèmes techniques. 1. Faire un train international capable de rouler en France, en Angleterre et en Belgique. Et 2. Vous allez le voir, satisfaire à des normes de sécurité draconiennes anti-incendie pour circuler dans le tunnel sous la Manche. Enfin, quatrième bonus, un homme à métier, à tout seigneur, tout honneur, un homme qui a énormément de travail, vous allez le voir, aux commandes de son Eurostar, c'est le conducteur de l'Eurostar. Bonsoir Paris, bonjour Londres. Comme chez elle, confortablement installée dans sa cabine, cette voyageuse se prépare à un voyage sans histoire jusqu'à Londres. Bonsoir Paris. Lentement, le train ferré s'ébranle. Les sleepers, comme on appelle ces voyageurs, peuvent dîner au wagon-restaurant, puis après l'inévitable visite de la douane et le contrôle des passeports, ils peuvent gagner leur lit et s'endormir, doucement bercés par le léger bruit de roulement du train.
Bonne nuit, madame. Le jour sera levé sur l'Angleterre lorsque vous ouvrirez les yeux. Et vous n'aurez pas perdu une minute de votre vie quotidienne, puisque vous descendrez en pleine capitale anglaise, Londres, Victoria. Bonne nuit. Après avoir serpenté dans l'ombre de la campagne du Nord et troublé de son passage des petites gares assoupies, le train ferré arrive à Dunkerque. Le ferryboat est là, prêt à accueillir dans ses entrailles les sleepings qui vont y être refoulés lentement sur les 2 voies centrales. 6 voitures-lits peuvent y trouver leur place. Les voyageurs des voitures ordinaires, après les opérations de transbordement et de douane qu'ils doivent subir à terre, trouveront sur le bateau des aménagements confortables mis à leur disposition. Sur les voies latérales, les wagons de marchandises s'engouffrent dans le hall flottant. Dans la nuit claire, ponctuée çà et là de lumière qui se reflètent dans les eaux calmes du port, le ferryboat glisse, lentement tiré par ses remorqueurs empanachés de fumée noire. Bientôt, après l'écluse de sortie, ce sera le large et le cap sur Douvres. Bonjour Londres, Victoria Station en pleine capitale anglaise. Le train ferré fait ses derniers tours de roue sous le hall de la gare, terme du voyage. Pour une Parisienne, le maquillage ne perd jamais ses droits. Satisfaits d'un excellent voyage dont ils ne se sont même pas aperçus, les sleepers, frais et dispos, se félicitent d'arriver à l'heure. Le temps de vaquer à leurs occupations, les hommes d'affaires, toujours pressés, pourront dès le soir reprendre le train qui les déposera le lendemain à Paris dans les mêmes conditions. Conditions estimables, car le trajet se faisant uniquement de nuit, aucune perte de temps pour le repos comme pour le travail. Le sourire de notre voyageuse ne prouve-t-il pas une bonne nuit passée sans souci? Et dans Londres qui l'accueille, mêlée au sujet de sa très gracieuse majesté, elle pourra sans fatigue visiter la capitale anglaise. Nous ne l'accompagnerons pas, notre indiscrétion est déjà suffisante. Chaque jour, dans l'après-midi, les ferryboats assurent également une traversée dans chaque sens, transportant des automobilistes désireux de voyager avec leurs véhicules. Ils peuvent les ranger eux-mêmes dans un garage spécialement aménagé sur le bateau. Les wagons de marchandises occupent les 4 voies. Les expéditeurs évitent ainsi les transbordements aux ports d'embarquement et de débarquement, toujours nuisibles aux marchandises fragiles. Des wagons isothermes permettent le transport des denrées délicates ou périssables.
L'embarquement est terminé et aussitôt les opérations d'appareillage commencent. Les nombreuses traversées des ferry-boats représentent environ la moitié du total des mouvements au port de Dunkerque. Et en sortie, le trafic par le service Dunkerque-Douvres atteint presque le quart du tonnage exporté par le grand port du nord de la France, qui, grâce à l'importance et l'appoint apportés par le service des ferry-boats, reprend peu à peu la place qu'il tenait avant la guerre parmi les grands débouchés maritimes français. Une fois de plus, le ferry-boat va faire sa traversée bi-quotidienne pendant que l'un de ses deux frères se dispose de l'autre côté du Channel à rallier la côte anglaise. Ils se croiseront tout à l'heure en mer. Mis en service en 1936, les ferry-boats assurèrent avec succès le trafic Dunkerque-Douvres jusqu'en septembre 1939. La guerre se servit d'eux comme transport militaire. Paisibles bateaux, ils durent essuyer les bombardements et louvoyer à travers les champs de mines. Ils furent présents aussi au débarquement sur les côtes normandes. Aujourd'hui, ils ont repris leur service de paix, assurant la continuité du rail. Ils sont de véritables traits d'union entre les deux capitales amies, Paris et Londres. Depuis plus de 100 ans, les chemins de fer français exploitent en collaboration avec les British Railways les services maritimes entre la France et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, 5 navires appartenant à la SNCF tracent de véritables traits d'union sûrs et confortables entre les deux pays. En plus de cette flotte que la plupart ignorent, il faut signaler, battant également pavillon SNCF, l'existence de 3 petits cargos affectés au transport des marchandises de toute nature. Cette unité, le Côte d'Azur, qui fut mise en service le 15 août 1951, est affectée à la ligne Calais-Folkestone. Long de 111 mètres et jaugeant 3969 tonneaux, le Côte d'Azur atteint la vitesse de 25 nœuds en fendant de son étrave les lames du détroit et son nom semble apporter un peu de soleil méridional dans les brumes du nord. Nous sommes à Dieppe, bien connu des Parisiens, avides d'aller les dimanches d'été respirer l'air marin. Depuis 1856, le service Dieppe-New Haven assure la liaison Paris-Londres par l'itinéraire le plus court, 379 km. 7 ans après la mise à flot de la Romanche, le paquebot Lisieux, son cadet, prend officiellement son service le 21 mars 1953. Sous le signe de la ville normande, dominée par la célèbre basilique de Sainte-Thérèse, il partage la tâche de son aîné sur les eaux souvent agitées de la Manche. Dunkerque, ville du célèbre et héroïque Jean Bart et bastion malheureux de la grande tragédie de 1940, est le port d'attache du Saint-Germain, magnifique navire de 3265 tonneaux. Le Saint-Germain, en tant que ferryboat, possède un pont où sont installées 2 voies centrales de 105 mètres et 2 voies latérales de 98 mètres de long qui permettent l'embarquement de 35 wagons. Sur le pont supérieur, un garage reçoit 30 automobiles. Sa capacité de transport est de 800 passagers, répartis en 2 classes. Ce bateau, qui prit contact avec son élément le 5 avril 1951, assure depuis le mois d'août de la même année le service Dunkerque-Douvres. 2 moteurs diesel d'une puissance totale effective de 8000 chevaux
assure sa propulsion par l'action de ses deux hélices. Il atteint 18 nœuds 5. Boulogne-sur-Mer n'est pas seulement le plus grand port de pêche de la Manche. Des quais de sa gare maritime partent pendant la période d'été des trains spéciaux qui transportent à Lyon les automobilistes et leurs voitures venus d'Angleterre. Ce magnifique monument, dont la façade de style Renaissance a été heureusement combinée à l'art flamand, est l'hôtel de ville de Calais. Clé de la France, comme on a coutume de l'appeler, ce grand port situé à moins de 28 km des côtes britanniques est un véritable carrefour international de transit. C'est donc à Calais que le dernier né de la flotte de la SNCF, le Compiègne, est basé. Affecté à la liaison Calais-Douvres, ce bateau dit car-ferry est aménagé pour le transport des automobiles accompagnés par leurs propriétaires. Le 28 juillet 1958, un train spécial venant de Paris s'arrêtait sur le quai de la gare maritime. De ces voitures descendaient les personnalités officielles et les représentants de la presse venus assister à l'inauguration et au premier voyage de cette nouvelle unité. Parmi les personnalités, on remarquait messieurs Darjoux, directeur général de la SNCF, et Goursat, directeur de la région du Nord et de l'armement naval. Les invités sont reçus à bord par l'état-major. Et Madame Porcher, marraine du Compiègne, reçoit des fleurs des mains des officiers. Des allocutions sont prononcées par M. Darjoux et par M. le maire de la ville de Compiègne, qui dit combien il est fier que le nom de sa ville ait été choisi pour ce nouveau navire. L'heure du départ approche. Des ordres brefs ponctués par la sonnerie du Shadburn. Un cliquetis de chaînes et bientôt le Compiègne va pour la première fois officiellement traverser le Channel jusqu'à Douvres avec des passagers. Lentement, le car-ferry double le phare de la Jetée et se dirige vers la haute mer. Ces deux moteurs diesel à 16 cylindres en V, d'une puissance totale de 9000 chevaux, lui permettent une vitesse de 20 nœuds. Ces hélices sont du type réversible. De sa passerelle, le commandant agit directement sur le pas des hélices et le régime des moteurs sans intervention du personnel des machines. Inlassablement, le radar tourne, scrutant l'invisible. Le vent du détroit s'est levé et fait flotter les passagers comme autant de drapeaux hissés sur le pont supérieur. Pour ceux que les embruns, la brise du large ou les perturbations atmosphériques incommodent, un pont promenade couvert et très dégagé sert d'abri. Mais voici les côtes anglaises. Comme l'exige la tradition, les couleurs de la nation visitée sont hissées. Après avoir stoppé, le Compiègne va maintenant exécuter un demi-tour afin d'entrer dans le port de Douvres en marche arrière pour embarquer les automobiles. Le navire possède, comme tous ceux qui assurent le service du détroit,
un gouvernail à l'avant et un à l'arrière, possédant chacun leur propre timonerie. En outre, 2 propulseurs transversaux à l'avant lui facilitent les évolutions dans les bassins. La timonerie arrière, installée sur une passerelle au-dessus de la poupe, permet au capitaine d'exécuter la manœuvre avec le maximum de sécurité. La timonerie arrière est équipée d'un radar spécial qui permet de déceler les obstacles très rapprochés. Avec précision, l'arrière du Compiègne va toucher le quai d'embarquement. Bien sagement rangés sur le quai, les premiers passagers du Compiègne attendent l'heure d'embarquer leur véhicule pour la France. Le transport des automobiles sur de courtes traversées maritimes s'est beaucoup développé au cours des dernières années. En 1957, le nombre de véhicules transportés par l'ensemble des navires du pool franco-britannique atteignait 152 632. Ce chiffre passe en 1958 à 160 032. La préférence des automobilistes va évidemment aux services qui leur permettent d'emprunter le même navire que leur voiture, qu'ils embarquent et débarquent eux-mêmes sans qu'il soit besoin de faire usage de manutention à la grue. 180 voitures de tourisme peuvent trouver place sur les 3 ponts du navire spécialement aménagés pour les recevoir. L'embarquement est terminé, une porte articulée ferme hermétiquement l'accès au pont. En route pour la France. Le premier retour du Compiègne commence avec à son bord passagers et fret à destination de Calais. Les côtes britanniques vont bientôt s'estomper et les voyageurs vont pouvoir apprécier toutes les facilités mises à leur disposition pour se reposer et se restaurer. Les aménagements du Compiègne sont prévus pour le transport de 1000 passagers. Ils offrent à ceux-ci sur le pont Promenade un vaste salon-bar. Et en plus du snack-bar, une salle à manger de 132 places, comme le temps passe vite sur un navire aussi confortable. La durée de la traversée est de 1h30, ce qui permet au navire d'assurer 2 ou même 3 traversées aller-retour par jour. Au large de Calais, le Compiègne va de nouveau s'immobiliser et préparer, comme à son arrivée à Douvres, son entrée dans le port en marche arrière, afin d'accoster à la passerelle spécialement affectée au débarquement des automobiles. La passerelle mobile s'abaisse selon la cote du plan d'eau du bassin à la hauteur du pont du navire. Et, aussitôt, les voitures pilotées par leurs propriétaires quittent le bateau. Cette formule élégante et rapide du transport des automobiles de tourisme accompagnés a trouvé auprès des usagers un succès qui va sans cesse grandissant. Le Compiègne est sans nul doute l'une des plus belles unités de la flotte du Détroit, et tous les espoirs sont permis sur son avenir d'agent de liaison entre la France
et l'Angleterre. Au mois d'avril 1946, la Flèche d'Or, c'est-à-dire le rapide direct Paris-Calais-Maritime, était remise en service. Un nouveau pas était fait dans le renouveau de la région du Nord depuis la Libération et la liaison Paris-Londres améliorée. Important trait d'union entre la France et l'Angleterre, la Flèche d'Or a transporté dans les flancs de ses voitures des souverains et les plus hautes personnalités diplomatiques. Ambassadrice de la mode de Paris, ces charmants mannequins vont porter à l'étranger le renom de la haute couture française. Monsieur Mackenzie King, Premier ministre du Canada, regagne son pays à l'issue d'une conférence à laquelle il assistait à Paris. Sur le quai de la gare de Calais-Maritime, le paquebot venant de Douvres va bientôt accoster. Invité par la SNCF, chaque semaine, une équipe chauffeur et mécanicien, un contrôleur et un chef de train anglais viennent rendre visite à leurs camarades français. Son collègue français, le mécanicien britannique s'initie au fonctionnement de nos locomotives. De même, dans les voitures, le contrôleur et le chef de train d'outre-Manche accompagnent nos agents. Le lendemain de leur arrivée dans notre capitale, une visite de Paris leur est offerte. Au palais de Chaillot, ils admirent la perspective du Champ de Mars, dominée par l'élégante silhouette de la Tour Eiffel. À l'Arc de Triomphe, ils viennent s'incliner sur la dalle du soldat inconnu. Puis, sur le quai de la gare du Nord, c'est le départ pour le voyage de retour. Le directeur des chemins de fer anglais vient à son tour rendre visite à la direction générale de la SNCF.
le 1er juillet 1947, la Flèche d'Or redevenait ce qu'elle était et reprenait son prestige d'avant-guerre. Composée de voitures Pullman souples et confortables, rapide comme le nom qu'elle porte, elle est une preuve de plus de la renaissance des chemins de fer français. Entre les deux terminaux, 50 km, dont 38 sous la Manche. Pour aller plus vite, on a foré sous terre et sous mer simultanément. Côté anglais, 6 tunneliers sont partis en sens inverse, 3 vers la France sous la Manche et 3 en sens inverse vers le terminal de Folkestone. Les travaux ont démarré à 100 mètres sous la falaise de Shakespeare Cliff, dans l'ancienne galerie du projet de 1972. On a d'abord creusé 3 km de galerie d'accès et les chambres de montage pour les tunneliers. Même opération côté France avec seulement 5 tunneliers, 3 vers l'Angleterre et 2 vers le terminal de Coquelles. C'est en effet le même tunnelier qui a foré les 2 tunnels ferroviaires sous terre après avoir été retournés. Là aussi, les travaux ont commencé au bord de la mer, à Sangatte, près de Calais, dans un gigantesque puits de 50 mètres de diamètre et 65 mètres de profondeur. Gigantesque, car on aurait pu y loger l'Arc de Triomphe. C'est là qu'on a descendu les tunneliers. Le premier, le plus petit, celui du tunnel de service vers l'Angleterre. Un monstre de 400 tonnes qui tire derrière lui un train de service mesurant 250 mètres de long avec 500 tonnes d'équipement. Au centre donc, le tunnel de service le plus petit avec 5,60 m de diamètre. De part et d'autre, les 2 tunnels ferroviaires de section beaucoup plus grosses qui ont nécessité des monstres plus importants. Ces tunneliers pèsent 1200 tonnes et leur tête rotative, à elle seule, pèse 400 tonnes et creuse une section de 8,70 m dans la roche. Sous terre, le tunnelier avance comme un sous-marin. C'est presque aussi sophistiqué. Guidage laser, automatisation, télécommande de son bras rapide. La tête rotative progresse à la vitesse de 12 cm à la minute. Elle broie la roche sous une poussée colossale de 2000 à 6000 tonnes. Rien ne lui résiste. Derrière cette usine souterraine, une logistique formidable assure la liaison avec l'extérieur. Il faut d'abord évacuer les déblais. En tout, 8 millions de mètres cubes, acheminés par petits trains vers l'arrière. Ici, à Sangatte, on les verse dans de grandes cuves. On les malaxe, on les transforme en boue, on les pompe pour les stocker derrière un barrage en terre. Il a fallu aussi d'énormes anneaux en béton pour le revêtement des tunnels. Ils ont été préfabriqués et livrés en morceaux, les voussoirs. Au total, plus de 700 000. Les plus gros pèsent 8 tonnes, un vrai blocos. « 3000 hommes se sont ainsi relayés sous terre, 24 heures sur 24. Et le 1er décembre 1990, Français et Anglais faisaient leur jonction historique dans le tunnel de service, à 40 mètres sous la Manche, avec une précision de l'ordre du centimètre, seulement 3 ans après le début du forage. «
Quelques mois plus tard, en mai puis en juin 91, les deux tunnels ferroviaires étaient à leur tour percés avec la même précision. « 150 km en 3 ans et demi, les tunneliers avaient réussi, malgré les difficultés du début, à battre des records mondiaux de vitesse. Oui, le tunnel sous la Manche, ça a d'abord été cette formidable épopée humaine et technologique. L'Eurostar, comment ça marche? L'Eurostar, vous savez que c'est un service commun à 3 réseaux, desservis par ligne à grande vitesse, la France, la Belgique et l'Angleterre. Avec la particularité que si vous allez en Angleterre, eh bien, on emprunte le tout nouveau tunnel sous la Manche. Le matériel. Le fait de rouler sous 3 pays, bien que l'écartement soit le même, va imposer des normes techniques caractéristiques. Je m'explique. Tout d'abord, le gabarit. En Angleterre, il est plus petit. Et comme les quais sont plus hauts, eh bien, il a fallu, en quelque sorte, évider le bas des caisses. Le plancher des rames aussi doit être plus haut. Et le toit légèrement surélevé. Partie électrique. Le fait de rouler sous 3 réseaux différents apporte tout de même de gros changements. En France, vous savez, c'est courant alternatif, 25 000 volts, 50 périodes, que l'on retrouve d'ailleurs au début en Angleterre sur la nouvelle ligne à grande vitesse. Mais dès qu'on est en Angleterre, eh bien, on abandonne le courant fréquence industrielle pour revenir au bon vieux courant style métropolitain, c'est-à-dire le continu 750 volts par 3e rail latéral. Solution un peu archaïque qui va bientôt être abandonnée lorsque la ligne à grande vitesse ira jusqu'à Pancrace. Reste que cela pose tout de même de gros problèmes techniques. Vous le voyez sur ces images, il y a des coupures dans ce 3e rail imposées par des aiguillages, imposées également par des passages, par exemple, pour le personnel. Et donc, de fait, qui dit coupure, dit risque d'arc électrique de disjonction. Car si on est en basse tension, 750 volts, par contre, l'intensité est très élevée. Et lorsque les 2 motrices tirent, tractionnent, eh bien, on peut atteindre 6000 ampères. De quoi faire une belle soudure à l'arc. Ensuite, l'environnement de la rame. La rame, c'est une rame classique de notre TGV. Autrement dit, configuration, motrice à chaque bout, remorque entre les deux, et les premiers bogies, les premiers remorques sont motorisés. Seulement là, attention, nous n'avons pas une rame, mais une rame, c'est en fait 2 demi-rames. Je m'explique. Le fait de passer sous le tunnel sous la Manche impose des normes de sécurité draconiennes sur le plan de la sécurité et surtout, vous le devinez bien, de l'incendie. Donc de fait, la règle est, quoi qu'il advienne, de pouvoir sortir la rame du tunnel, ne serait-ce que sur une seule motrice, avec des rampes tout de même de 25 pour 1000. Et quand bien même est-on obligé, pour raison d'une panne ou d'un incendie sur une motrice, de la laisser dans le tunnel, on évacue les gens, on les met en sécurité, on les transfère dans la 2e demi-rame, on sépare automatiquement les 2 demi-rames, ferme les portes étanches, et le conducteur, par exemple, qui est placé à l'arrière, va sortir la rame, la demi-rame, en quelque sorte du tunnel. Voilà que j'explique que ces rames soient, disons, le double de longueur d'une rame de TGV normale. C'est-à-dire 2 motrices et 18 remorques entre. Reste après la partie sécurité tunnel sous la Manche. C'est plusieurs niveaux. Le premier, la lutte contre l'incendie. Extincteur ici dans la motrice, extincteur dans le compartiment moteur, gaz à allons à l'intérieur du compartiment moteur, gaz, vous savez, qui prend l'oxygène en cas d'incendie. Ensuite, porte étanche de toutes les voitures qui se ferment à l'entrée du tunnel et qu'on ouvre en sortant du tunnel, trappe sur les prises d'air du conditionnement, de façon à éviter que les fumées du tunnel ne reviennent dans les voitures. Enfin, le dernier point, le poste de conduite lui-même. Regardez, là je me trouve ici dans la partie arrière, c'est tout à fait classique. Sauf que l'on a adopté, ce qui était nouveau à l'époque, la position de conduite centrale. Pourquoi? Eh bien parce que en France, les trains roulent à gauche, en Allemagne, ils roulent à droite. Comme maintenant, on a un brassage, ce qui est très bien, c'est du côté international du chemin de fer, eh bien, ni à gauche ni à droite, on a mis un poste de conduite au centre. Et puis vous retrouvez les dispositions classiques. Ici, la partie frein, la commande de frein, l'affichage de la signalisation, vous le trouvez. Le poste d'interrogation informatique, ici, la commande du pantographe. Là c'est nouveau. Il faut pouvoir interroger par radio les différents types de réseaux. Et puis enfin, il y a tout de même une petite nouveauté, c'est quand on circule en Angleterre, eh bien, ici, vous voyez, il y a l'AWS, c'est un système propre en Angleterre avec la
3 couleurs pour l'affichage, le contrôle des tensions, et puis là je tractionne, là je suis en récupération électrique. Bref, c'est vraiment le mariage de technologie pour la réussite d'un beau produit qui était le premier grand produit international. Voilà, là j'ai reçu le départ. J'ai débuté donc au train de marchandises pendant quelques années où j'ai passé mon examen de conduite. Ensuite, je me suis dirigé vers la banlieue pour une question de vie familiale, donc pendant une dizaine d'années. Et j'ai donc été rappelé aux grandes lignes voyageurs en faisant les rapides et express. Ensuite, j'ai eu une formation TGV, donc chez nous c'est bien sûr à l'ancienneté et à l'aptitude professionnelle. Et donc pendant quelques années j'ai conduit les TGV réseau qui se destinent à Paris-Lille, Paris-Calais, Dunkerque, Valenciennes et en même temps une formation belge, au règlement belge pour faire les Paris-Bruxelles. Donc en plus nous avons donc la formation d'anglais, les formations techniques qui vont avec la ligne classique anglaise et LGV. Et ensuite, on a une particularité aussi qui est la traversée du tunnel. C'est une évolution de carrière pour tout conducteur TGV, en particulier à Paris-Nord et dans le nord de la France. La sécurité maximale se trouve pendant la traversée du tunnel. Donc là, on est parti pour 20 minutes de traversée. Les premières fois, ça peut impressionner. Je me suis posé beaucoup de questions en me faisant quelquefois des films catastrophes. Donc incendie, dégâts des eaux comme à la maison. Mais maintenant c'est passé. C'était 3 à 4 premières fois, première traversée. À savoir que le tunnel, là on est en train de descendre jusqu'à une profondeur de 60 mètres environ de la surface de la mer. En cas de problème particulier, nous sommes prêts à faire demi-tour. Donc je rends les commandes aux collègues qui se trouvent de l'autre côté. Soit avec la rame entière, ou soit en ayant séparé la rame en 2 ou en 3. Tout dépend de l'anomalie. Donc c'est spécifique à l'Eurostar, il y a 2 conducteurs, un conducteur qui est titulaire, qui est en tête de la rame, et un second conducteur avant de franchir pour le franchissement du tunnel, qui se trouve à l'arrière de la rame. Pourquoi ? Qui est prêt à intervenir en cas de problème. Donc cette rame-là est spécifique, on peut la cyclabiliser, c'est-à-dire la couper en 2. Donc moi je prends la partie arrière, je pour la sortir du tunnel, et le conducteur en tête, lui, prend la première partie pour sortir du tunnel de son côté. Mais arrivé, une fois que vous êtes arrivé à Londres, qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous? Alors moi je deviens le conducteur titulaire et mon collègue qui était le conducteur titulaire devient le second conducteur. Donc là on est repassé sur un autre règlement qui est le règlement anglais au niveau de la ligne à grande vitesse. Nous circulons maintenant en miles. Et nous sommes autorisés à rouler à 90 miles pour l'instant. Le problème de la langue, effectivement, pose problème parfois, parce que nous sommes habitués à travailler avec beaucoup de procédures, et dès que l'on commence à sortir de celle-ci, lorsqu'on commence à parler un langage libre, il se peut que nous pouvions commettre quelques erreurs de langage qui pourraient parfois se traduire par des erreurs réglementaires. À l'inverse, vos collègues anglais, quand ils viennent en France, doivent parler un peu le français. Exactement, c'est exactement le même système.
Ils ont des cours de français, et comme nous avons des cours d'anglais. Donc le système est inverse. Ça, c'était un arrêt sur butoir. Voilà, donc le parcours est terminé. Je vais mettre l'engin en stationnement. La prochaine étape de votre carrière, ce serait quoi? C'est de faire l'Allemagne, de faire... Oui, on peut imaginer des lignes à grande vitesse reliant l'Allemagne, la Russie, l'Italie, l'Espagne. Oui, c'est en train de se faire, je pense. Vous êtes un homme heureux. Un homme heureux parce que j'ai fait le métier que je voulais et je suis abouti.